Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver bien sûr nos épisodes sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcasts, bref, partout où vous téléchargez normalement vos balados. Et les versions vidéo sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous invite bien sûr à vous y abonner. Aujourd'hui, on continue notre série d'épisodes sur le 100e anniversaire de la Walt Disney Company. Ça veut dire que mon ami Michel est avec nous cette semaine. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est avec nous pour célébrer le 100 ans de magie. Ça va être magnifique. Quelle belle série. Je suis bien content et très animé pour aller jusqu'à la fin au mois d'octobre. Excellent. Donc, en fait, aujourd'hui, on va couvrir 2 décennies de Disney, c'est-à-dire de 1937 à 1954. Cette période-là, en fait, va nous faire découvrir les premiers longs métrages. Oui, Jean-Philippe, vous savez, on a parlé la dernière fois, on s'est laissé sur la fin du premier épisode, en fait, qui était en 1937. C'est le succès du premier long-métrage animé de Disney. On parle de Blanche-Neige, bien sûr, puis qui a rapporté au total 8 millions de dollars. Yahoo! C'est vraiment la plus grosse recette de l'histoire du cinéma, mais pas d'Oscar. Ah, on attend en 1939 parce que l'Académie dit, bon, mon Dieu Seigneur, et ils sont tellement connus, puis finalement, ça prend tellement d'ampleur, on n'a pas le choix de donner un Oscar. Donc, on a eu un Oscar avec 7 petites statuettes données par Shirley Temple, mais on est quand même très content. Puis, on se rappelle aussi, avant de commencer officiellement le deuxième épisode, que Walt était très stressé. Il est monté sur la balustrade, il a eu de la misère à monter les marches, il shakeait, il tremblait, il était crispé. Non seulement il était incapable de parler, non seulement incapable de parler, incapable de nommer le nom des 7 nains. C'était assez cocasse. Mais finalement, on se lance sur le deuxième épisode. Vas-y, Jean-Philippe, je t'écoute. Parfait. Donc, c'est ça. On est maintenant en 1938. Disney de plus en plus reconnu. Il y a les produits dérivés s'amplifient. La compagnie, à ce moment-là, a dû faire une fois de plus, a dû organiser, en fait, là, son administration. Là. Oui, parce qu'on est rendu au 15e anniversaire et c'est le 8 mai 1938 qu'on pense à aller du côté international. Puis Disney va créer une société de gestion, en fait, pour gérer les droits d'auteur à l'étranger. Alors, sa filiale, on parle de création, donc Creazione Walt Disney. Ça s'appelle comme ça, Creazione Walt Disney. Et c'est principalement pour gérer les droits du magazine qui est là-bas, qui s'appelle Topolino. Et on va se rappeler que Topolino, en fait, c'est le nom de Mickey Mouse en italien. Et on a une grande revue là-bas qui est vraiment magnifique et que les gens s'approprient et tout le monde capote sur Topolino. Et le 31 août 1938, on a Walt et Roy qui déposent un chèque de 10 000 $ US pour acheter des acres de terrain. Là, on en achète 51 parce que là, on veut préparer la première parcelle de terrain pour les futurs studios Disney à Burbank. Tu te souviens, Jean-Philippe, on a parlé au dernier épisode que Disney s'était placé en 4 petits sous-sections parce qu'il voulait gérer son administration d'une autre façon. Tout le monde se rappelle de ça. Eh bien, coup de théâtre, la première, finalement, la Walt Disney Production, a racheté les 3 autres sociétés. On est beaucoup dans, on fait une société, on l'enlève, on la sépare, on la prend. Écoute, c'est de la business, c'est de la technicalité administrative. Sûrement, j'imagine, j'en ai aucune idée, mais on va revenir à une seule entité pour pouvoir travailler parce qu'on avait d'autres projets en tête puis il fallait créer d'autres sociétés. Parfait. Puis là, dans le fond, on dit que Walt a toujours été avant-gardiste. Est-ce qu'on connaissait déjà là, ses prochains projets, ses plans, ou bien c'était vraiment comme secret? Là? Ben, côté administration, là, tout était un mystère tout le temps, là, comme on vient d'en parler. Mais aucun secret pour les projets parce que lui, il aimait ça montrer aux compétiteurs qu'il avait une longueur d'avance sur tout le monde et surtout à Universal. Fait que les projets, là, on va en parler. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Puis il était déjà en action. Quand on vous a parlé des 5 sens, là, ça va prendre tout son sens aujourd'hui. Disney avait déjà son principe des 5 sens. Rappelez-vous de ça. On fait fureur avec le premier film parlant, Steamboat Willie, Je parle. Après, on fait le système Technicolor pour Silly Symphony.
Technicolor, les couleurs, le visuel, je vois. Mais cette fois-ci, Disney va mettre une nouvelle chose en branle parce que là, on veut parler de sonorisation. J'entends, c'est qu'on est en train de préparer le film Fantasia et là, on met sur place le Fantasound. C'est en fait le précurseur de le Dolby Stereo, en fait. Et puis là, on est allé acheter, je pense que c'est 8 oscillateurs à basse fréquence. Je ne connais pas ça, mais je sais que c'est ça qu'ils ont acheté pour pouvoir planifier puis arranger le son pour que le son soit symphonique puis qu'on allait vraiment synchroniser les effets sonores avec le film de Fantasia. Et pour terminer, en 1939, un autre beau projet pour moderniser la Walt Disney Company, c'est qu'en fait, le 24 décembre 1939, c'est le début de la construction des studios de Burbank. C'est ça grâce au succès de Blanche-Neige. On a 8 millions de dollars, on va l'investir. Alors, c'est vraiment les nouveaux projets qu'on avait en place pour la Walt Disney Company à cette époque. C'est quand même drôle parce qu'on est à la fin des années 30, puis déjà, tu parles de la compétition Disney-Universal qui est encore active aujourd'hui, puis au niveau des parcs et tout ça. Donc, tu sais, ça va être ça tout le temps. Puis tant mieux, ici, c'est une saine compétition, puis que tout le monde essaye d'être le meilleur de l'autre. Et bien, tant mieux pour les guests, parce que vous aurez toujours le meilleur de vos visites dans les parcs Disney avec nos amis de notre série de voyages enchantés. Ça me plaît, ça. Puis, ben, on en revient au projet. Est-ce que les projets étaient toujours initiés par Walt ou est-ce que son frère Roy avait quelquefois des idées? Ben, Roy avait des projets, mais lui, c'était souvent administratif plus qu'artistique. Parce que dans l'artistique, le Roy, on oublie ça. Alors, le 2 avril 1940, en fait, la société Disney lance sa première offre d'achat d'actions à la bourse de New York. Donc, l'offre d'achat est de 155 000 actions. Ça, Roy était capable de gérer ça puis de s'occuper de ça, et tant mieux. Puis de son côté, lui, l'oncle Walt, lui, il décide de créer un studio. Lui, c'est toujours des sociétés. On a parlé de l'Italie tantôt. Lui, il va aller en Grande-Bretagne. Alors là, il veut fonder en Grande-Bretagne la Walt Disney British Film Limited, mais finalement, les résultats d'exploitation, c'est pas assez reluisant, mais on a quand même eu, ça existe encore, la Walt Disney British Film Limited, mais c'est vraiment là, basic, mais on garde ces places-là tout le temps, puis on veut avoir une place, Disney va avoir une place partout à travers le monde. Hein, on a Disney UK, et moi je suis déjà allé à United Kingdom, à Disney, c'est pas un parc Disney, si vous allez à Disney Canada, c'est pas un parc Disney, mais tu sais, je veux dire, il y a vraiment dans les grandes villes une situation Disney qui est là, puis ça vient de l'oncle Walt. Mais enfin, en 1940, les employés du studio peuvent vraiment déménager officiellement. On s'en va tout le monde à Burbank et on est au sein de la Walt Disney Studios Burbank. Et là, on peut mettre la touche finale parce que là, on a la fine technologie. On va préparer Pinocchio. On a la meilleure technologie pour faire ce film-là. Et puis, ça va être acclamé par le public. Ça va être le film, le chef-d'œuvre que les gens attendaient. Et c'est 2 fois plus dispendieux que Blanche-Neige. Puis on n'a pas eu autant de revenus parce que à cause de la guerre a fait perdre de l'argent sur le marché européen, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais heureusement, le Fantasia, il a vraiment, lui, fonctionné. On a rapporté de l'argent aussi avec Fantasia, donc ça a vraiment servi. Fantasia, je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris la peine d'écouter Fantasia. C'est vraiment des films, des thèmes classiques, et on a mis une image là-dessus et des effets sonores. Ce qu'on entend, on veut le voir. Ce qu'on voit, on veut l'entendre. Mais vous avez sûrement une séquence que tout le monde connaît, c'est le fameux Mickey, l'apprenti sorcier avec son chapeau bleu, le Sorcery Hat avec sa tunique rouge. On est sur la musique de Camille Saint-Saëns, sur Danse macabre. C'est magnifique. La scène des ballets. Alors ça, tout le monde connaît. Alors si vous ne saviez pas, ça fait partie de la série des films de Fantasia. Tout à fait. Puis là, la Seconde Guerre mondiale, oui, a modifié l'activité d'entreprise, puis les nouveaux studios sont même réquisitionnés par l'armée à ce moment-là. Oui, l'armée s'installe chez Disney. Écoute, ça n'a pas de bon sens. On vient d'aménager, c'est nos nouveaux bureaux, c'est les nouvelles places. Puis l'armée débarque. C'est que là, les garages, ils servent de dépôt. On répare les véhicules militaires dans les enclos et dans les centres de dépôt. Puis là, la production a souffert. Au total, c'est pendant 4 ans que tout ça, là, même si ça n'a pas été 4 ans intenses tout le temps, il y a eu 4 ans de chambardement. Puis là, en même temps, on doit savoir qu'on préparait le film La sortie de
Bambi. Donc, en 1942, c'est en plein milieu de la guerre, 39-45, et en 1942, on prépare Bambi. Alors là, c'est difficile de gérer que dans les rues, les petites rues qui gèrent à l'intérieur des studios, on voit passer les employés Disney, l'armée, puis les petits Bambi qui se promènent pour aller se faire dessiner, puis tout le kit. Là. Fait qu'il fallait s'occuper de tout ça, tout mélanger ce monde-là ensemble, ça n'avait pas de bon sens. Mais bon, on s'en est bien sorti, mais vous pourrez aller voir sur d'autres épisodes, on a parlé là, de la période de la guerre bien intensément, mais là, le but de parler de la Walt Disney Company, c'est de donner juste un petit flash sur chaque époque, mais on ne va pas aller en détail sur tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Parfait. Mais justement, après la guerre, par contre, ça se déroule comment chez Disney? Est-ce que Walt va bien au niveau de sa santé, son humeur, ses projets? Ben là, ça a changé parce que là, Walt au travail est devenu différent. Puis là, on est dans une période où l'ambiance est très lourde. Là, il a changé. Il complimente rarement. Même s'il approuvait les projets, c'était juste un petit OK. C'est OK, tu t'en occupes, c'est parfait. Puis là, c'était un homme intègre, lui, mais il était rendu plus intolérant qu'avant. Les choses médiocres, ça l'a toujours vraiment, là, mais là, c'était pire. Il y avait une petite niaiserie, puis c'était comme, il piquait les nerfs tout le temps. Il aimait les réunions avec toute sa gang, mais personne n'osait le contredire parce qu'on l'aimait quand même, tu sais. Puis il lâchait pas prise tant qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Fait que disons que les staffs Disney disaient, OK, moi, j'aime l'oncle Walt, j'aime la notoriété de Disney, j'aime mon travail, OK. Je pense que je suis un petit peu mal payé, mais on aime notre travail, donc pour Walt, en l'honneur de lui, on est prêt à tout, en fait. C'est que les gens disaient ça avant qu'on tombe dans les périodes de grève, disaient, ben, on est prêt à tout, puis on savait que Walt roulait pas sur l'or, puis qu'il a fait de l'argent juste à la fin, puis on disait, regarde, on comprend, au moins j'ai une job, je suis bien traité dans la mesure du possible, parce que si on parle à Babbitt, lui, il trouvait qu'il était jamais bien traité, puis il gérait tout le monde, les employés de la mauvaise façon, mais quand même, on pardonnait à Walt cette attitude-là. OK. Puis c'est à quel moment que l'idée des parcs d'attractions arrive là, du côté de Disney? Ben, on parle de 1948, puis c'est là qu'il parlait de son Mickey Mouse Land. Vous devez savoir que quand on arrive à Hollywood, il y a les fameuses lettres Hollywood célèbres, qui célèbrent eux aussi le 100e anniversaire cette année. Mais en vain, on ne voyait pas juste le mot Hollywood, on voyait Hollywood Land. Alors lui, il allait faire son Mickey Mouse Land. Puis on fait une petite histoire rapide que tout le monde connaît probablement. C'est que le dimanche après-midi, après la messe, Walt amène ses filles, ils font des tours de carrousel au Griffith Park. Mais contrairement à ce que les gens pensent, Walt n'aimait pas ça, il s'ennuyait, là, il mange ses petites arachides et je m'ennuie. Comment ça, mes filles s'amusent? Pourquoi je ne pourrais pas organiser quelque chose pour que la famille puisse s'amuser aussi tout le monde ensemble? Et là, il devient fixatif là-dessus tout le temps. Puis là, il regarde le Burbank, il regarde l'autre bord de la rue des studios, puis c'est comme, OK, de l'autre côté de la rue, je pourrais faire un petit parc comme ça. Moi, je pourrais organiser tout ça en face. Puis là, ben, ça va comprendre un petit square, comme à Town Square, là, un petit réunion de village, une petite ville western à côté, puis en arrière, une petite place de carnaval. Mais écoute, il n'arrêtait pas d'en parler, mais c'est impossible, on ne peut pas ne parler que de ça, parce que l'idée du parc, c'est bien le fun, ça l'obsédait, mais la compagnie devait avoir des nouveaux projets rentables, puis il fallait quand même continuer à produire des films, puis son prochain projet, heureusement que ça a bien fonctionné, parce que le prochain projet, c'est un classique de Disney qu'on connaît, on parle du projet de Cendrillon. OK, quand même. Puis, c'est ça, mais à ce moment-là aussi, Walt, il a dû faire des choix, justement, pour la réussite de sa propre compagnie. Oui, parce que même si Walt Disney, il sait qu'il joue en partie avec Cendrillon, il joue l'avenir du studio. Parce que, tu sais, même si on a fait 8 millions, là, on connaît Walt, là, même si c'est... il en reste-tu beaucoup du 8 millions? Ta-da-dam! OK, c'est comme... Alors, tu sais, il ne peut pas s'empêcher quand même, mais dès 1950, il s'est quand même détourné de ses affaires, puis il a dit, OK, on va retourner à l'animation de base, puis je vais aller chercher mes fidèles, puis c'est là qu'il a commencé à dire « délègue, sinon tu n'y arriveras pas ». Et un groupe d'animateurs qu'on connaît, qu'on n'a jamais parlé, un jour on fera un épisode là-dessus, mais les Nine Old Men, je les nomme pas aujourd'hui, mais c'est 9 personnes. On va juste nommer Mark Davis parce que tout le monde le connaît très bien, mais je veux dire, eux autres, c'est comme vous allez prendre la place, puis c'est vous qui allez dessiner maintenant, puis qui allez tout gérer au niveau de l'animation. Fait que ça l'a aidé Walt, et on a eu un succès avec Cendrillon à cause qu'il a donné ça aux Nine Old Men. Sinon, il s'en serait pas sorti, là. Vraiment pas. OK. Puis, ben, tu parlais tantôt, justement, bon, on parle de studio, de films, tout ça, puis la Walt Disney Company utilise une nouvelle technique d'animation à ce moment-là, mais pour économiser. Ça, c'est pour économiser, effectivement. Puis le mot d'ordre était, c'est ça, l'économie, OK? Mais écoute, c'est vraiment génial. Je vais vous reparler de ce qu'on fait maintenant aujourd'hui parce qu'on le fait avec nos téléphones cellulaires. Mais je reviens en arrière. C'est comme, au lieu de demander à un dessinateur, OK,
Tu as une page blanche devant toi, puis il faut que tu dessines tout. Il faut que tout que tu prennes, il faut que tu crées, et ça prend du temps. Alors, on a Ouais. dit, on va faire ça autrement. Tous les personnages qui sont vivants dans Cendrillon, on parle de Cendrillon, les belles-sœurs, la belle-mère, la marâtre, là, le grand-duc, puis le prince, on va prendre des acteurs, puis on va les filmer, puis on va les mettre en situation. Donc, c'est pour ça que quand on regarde Cendrillon, les personnages ont l'air vivants parce qu'ils bougent comme des êtres humains. Alors, on a pris la pellicule, on a mis la page par-dessus et on a calqué chaque image du personnage du film. Donc, on a transformé ça, nos téléphones cellulaires le fait maintenant. Tu mets ta petite photo et puis il y a une application, puis là, il transforme ton visage en cartoon. Ouais. Tout le monde a ça. Alors, c'est ce que ça se faisait à l'époque, mais à la main. Mais au moins, tu perds pas de temps parce que tu as l'image déjà là. Allez, go, on Ouais. dessine. Prochaine image, on dessine. Alors, chaque image du film était calquée sur une image de dessin et c'est comme ça qu'on a fait Cendrillon. Donc, on a sauvé beaucoup de temps, donc économie d'argent et un surplus d'argent parce que vu que ça a fait un succès, Cendrillon était magistral, donc on a eu une bonne rentrée d'argent. Mais c'est vraiment là quelque chose de spécial. Ouais, tout à fait. Là. Puis justement, ce succès-là, ce triomphe, là, c'est un grand soulagement pour Walt. Là. Ben oui, à cause de ce que je vous ai dit tantôt, parce que là, il y a un pari financier qui était là, qui était de Ouais. taille. Mais là, c'est comme, wow, eux autres, ils avaient investi les dernières ressources du studio. On vient de construire un nouveau parc, un nouveau studio. On pense qu'on va le mettre en profit, c'est ce qui était prévu, mais l'armée débarque. Pinocchio fait pas assez d'argent. On essaye avec les autres de patenter tout ça. Alors, il nous restait pas beaucoup de surplus pour dire comment on va survivre. Donc, on avait, s'il te plaît, Cendrillon, fais-nous un succès, fais-nous pleuvoir de l'argent. Et c'est ce qui est arrivé. On a plus d'argent. Et qu'est-ce que Walt a fait au lieu de dire yes, on a de l'argent, on peut respirer? Non, non, non. On met en chantier 2 films. Si on a de l'argent, youpi. Et c'est là qu'on a dit on va mettre en branle Alice au Pays des Merveilles pour 1951. Et du coup, nous allons commencer à préparer Peter Pan pour 1953. Puis en plus de ça, en 1950, la compagnie décide de produire ses propres émissions de télé. Là. Il n'y en avait pas assez. Là. On y va dans les émissions de télé. Ça, au-delà des films d'animation, parce que là, il y avait des chaînes de télé qui disaient hey, c'est bien qu'est-ce que fait Disney. Puis ils ont déjà des mini-films, tu sais, des films, comment on dit ça, des courts-métrages. Ouais. Et puis, on a négocié ça avec Walt. Fait qu'on a dit pour la télé, ça va faire plus d'argent. Et vous, pour Disney, ça va faire plus d'argent aussi. Donc, c'est une idée qui avait été proposée à Roy. Et Roy a conclu l'accord. Et là, ça a déboulé. Le Coca-Cola voulait faire un spécial. 1950, on présente aussi un Disney Christmas Special d'une heure. Et non, ce n'était pas la parade parce que le parc n'est pas encore là. De toute façon, ça ressemble à ce que c'est aujourd'hui. On la voit pas plus, la parade aujourd'hui, mais quand même, Disney, j'ai une petite crotte là-dessus, je suis désolé. On en reparlera à un moment donné, là, mais écoute, ça fait partie de mon parcours, mais j'étais content d'être sur place. Alors, c'est ça, Disney s'intéresse de plus en plus à la télévision. Puis là, Coca-Cola demande, on va faire un programme spécial d'une heure. Puis là, Disney apparaît dans le spécial, puis c'est lui qui fait la promo du film d'animation de Alice au Pays des Merveilles. Il fait un coup de maître. L'émission est géniale. Et là, écoute, il y a 20 millions de spectateurs qui sont là et qui adorent Disney. Et Disney va avoir 50 ans. Moi, je regarde aujourd'hui, là, ça fait un petit bout, j'ai dépassé 50 ans. Hey, à 50 ans, tu étais à la tête de tout ça, puis il y a tout ça qui t'arrive. Écoute, ça devait être magistral. Écoute, j'ai les frissons juste à en parler, de dire waouh, il va avoir 50 puis il vit tout ça, tu sais. Alors, ça a été vraiment quelque chose de bien. Et c'est là qu'il a dit là, j'ai le flair. Là, mes fans sont prêts. Faut que je passe à la prochaine étape. Et la prochaine étape, la prochaine phase, c'était quoi? C'est de parler des parcs d'attractions. On est rendu là. Ouais. C'est à ce moment-là, justement, que la compagnie met en action c'est complètement une nouvelle société à ce moment-là, mais pour le projet des parcs. Hey, surprise, encore une autre société. C'est qu'en fait, il s'est tellement fait avoir à cause de Oswald de Lucky Rabbit qu'il voulait des contrats partout. Il voulait qu'il y ait des sociétés partout. Il voulait tellement pas se faire avoir que, écoute, en veux-tu des sociétés en v'là? Donc, le 16 décembre 1952, Walt Disney fonde en fait avec son argent personnel, pas l'argent de Disney. Ils ont quand même, eux autres, ils reçoivent un salaire, il fait ses bébelles, puis avec son argent, il a fondé la WED Enterprise. C'est quoi WED? W-E-D, donc Walt,
Walter, en fait, Elias Disney, donc les 3 premières lettres de ses 3 noms à lui, Enterprise, qui lance la conception des parcs d'attractions. Donc là, son petit parc Mickey va devenir officiellement Disneyland. Puis l'idée de cette nouvelle société-là, ça n'a pas duré longtemps, mais vous allez voir où ce que je veux en venir parce que vous connaissez la suite. Wed Enterprise a changé de nom pour devenir la Walt Disney Imagineering. Donc c'est là avec les nouveaux concepteurs qui sont devenus les Imagineers, qu'on parle des concepteurs, les créateurs de magie. Alors, c'est désormais officiel. Désormais, Disneyland était sur les rails et ça part du début. C'est de là que part les « Je suis un Imagineer et je travaille pour fabriquer la magie et vous transmettre la magie dans les parcs d'attractions avec la Walt Disney Imagineering. » Donc, c'est là que ça a commencé. Et le 6 avril 1953, il a fondé une autre société qui avait besoin de ça pour garder les droits par rapport au parc d'attractions. Il a pris le mot Walter, on appelle ça un palindrome. Tu prends le mot Walter et tu le revires à l'envers. Donc, à l'envers, c'est R-E-T-L-A-W. Donc, ça fait Retlaw. Donc, c'est la société Retlaw qui était en fait là pour protéger la marque commerciale de Disney pour les parcs d'attractions. Et là, c'est là que Disney a dit, moi, je vais faire un parc d'attractions, mais ça ne sera pas comme le petit parc que j'ai vu à Griffith Park. Je suis un gars de cinéma et c'est de là que commence. Travaillons les transitions et moi, je vais passer d'une scène à l'autre comme un transit qu'on voit dans un film avec un fade-out, fade-in, puis qu'il y a un fondu pour aller de l'autre côté. C'est sûr que malheureusement, Walt, t'es disparu et je dois te dire que malheureusement, dans certains parcs, le fondu, il n'est pas toujours évident, mais ça se passe, c'est drôle parce que André Ducharme en a parlé dans le dernier épisode parce qu'il est allé à Disneyland Paris. J'ai écouté ça très religieusement. Quelques petites affaires, mais on en reparlera, André, un jour. Mais c'est vrai, tu n'as pas choisi la bonne journée, mais il y a d'autres choses que je pourrais t'expliquer. Alors, toujours est-il que c'est ça. Il voulait faire les fondus, puis il a dit, moi, je vais gérer ça, mais je me lance vraiment dans les parcs d'attractions. Donc, il était prêt avec sa société et ses Imagineers. Allons-y, commençons les parcs d'attractions. Parfait. Donc, un des frères, il va à fond dans la création. L'autre frère, lui, se concentre sur le côté financier. Puis justement, Roy, il va assurer l'avenir des grands classiques Disney également. Oui, parce que heureusement que lui était là pour s'occuper de ça, parce que lui aussi il gère des sociétés, puis c'est comme, on va en mettre aussi, mais bravo Roy, parce que grâce à toi, on parle de Disney aujourd'hui. Mais le 10 novembre 1953, c'est la création de Buena Vista Distribution. C'est une filiale de distribution de production pour la Walt Disney Company, parce qu'on est rendu à 30 ans. Donc, après 30 ans d'histoire, on avait des beaux classiques d'animation, puis on avait une belle collection chez la Walt Disney Company. On parle de Blanche-Neige, de Bambi, de Pinocchio, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. Wow! On a 30 ans et tout le monde nous connaît, puis on est à l'international. On a le magazine Topolino, on a plein de choses qui est là. Il y a des produits dérivés qui roulent. C'est magnifique. Bravo Disney! Là, en plus, justement, du grand succès des films d'animation Disney, c'est maintenant du côté de la télévision que la compagnie là, espère avoir du succès. Oui, puis là, ben, on travaille fort, mais ça n'a pas été très, très dur parce qu'à cause de ce qui s'était passé, puis que le spécial télé qu'on avait eu de Coca-Cola, puis tous les petits courts-métrages qui étaient passés à la télé, c'était très facile. Et le 27 octobre 1954, c'est la suite des négociations avec la chaîne ABC pour financer le projet de Disneyland. Et là, on a lancé un programme télévisé Disneyland. C'est un coup de chapeau, c'est un coup de maître, ça, parce qu'ABC a dit, OK, je vais vous prêter 500 000 $. C'est un 8 millions, ça. Puis je garantis que je vais investir 4 millions de dollars. En échange, moi, je veux le tiers des actions de Disneyland. Puis on va vous donner un show télévisé hebdomadaire. Il va être animé par Oncle Walt, et le show bat des records d'audience. Non seulement des records d'audience, ça remporte le prix de la meilleure émission de variété. Et là, on met des petites émissions. C'est là que commencé à produire des petites téléséries comme Zorro, et ça passe là, et c'est Disney qui gère tout ça. Et là, la magie, Disney est dans tous les foyers des Américains. Tu rouvres ta télévision et à heure de la grande écoute, Disney passe à travers ton écran et il vient te parler de Disneyland. Puis là, Disneyland, tout le monde devient des fans, puis ils sont conquis, puis ils attendent avec impatience Disneyland. Parce que là, l'oncle Walt, il en parle à toutes les semaines à la télé. Tu prépares le parc, tu te dis, on va aller à Frontierland, on va aller là, puis on va faire ci, on va faire ça. Puis vous allez découvrir ce monde-là. Le monde capote. Écoute, on est là, avant l'ouverture, on est dans les années 50, 53, 54. C'est comme, wow, les enfants capotent. Écoute, ça, c'est de maman. On va y aller, hein, maman? Alors, il a vraiment fait un coup de maître et la Walt Disney Company était prêt. Donc, c'est ça. Ça finit ça, cet épisode-là. C'est comme... je suis excité. J'aurais voulu comme en parler une demi-heure de plus, mais qu'un gros wow. On finit l'épisode comme ça.
on a charmé tous les Américains et tout le monde attend Disneyland. Mais ne manquez pas le 3e épisode parce que là, on va plonger dans la période du premier parc d'attractions. Mais là, à cause des dates, vous allez voir qu'on approche 1966. Donc, on va aussi parler du dernier tour de piste de notre oncle Walt. Donc, la 3e épisode, on va avoir des beaux moments, des moments plus tristes. Mais continuez à suivre ça. C'est une belle histoire que cette Walt Disney Company. Alors, c'était 100 ans de magie. Que la magie tourbillonne autour de vous. Merci encore, Jean-Philippe, de ton invitation. Puis j'ai hâte de vous retrouver tout le monde pour le 3e épisode. Oui, un gros merci, Michel, de ta présence encore une fois. Donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!